Toujours en compagnie de Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste. Et cette fois, on parle de la France et du monde. Et c'est Marc Perelman qui fait son entrée sur le plateau. Bienvenue Marc. Bonjour. Donc on va parler de politique étrangère, mais avant tout, Benoît Hamon, j'aimerais vous poser une question qui me titille un petit peu. En matière de politique étrangère, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent les socialistes sur ce sujet-là. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont dédiés à ça, qu'on entend de temps en temps si on les questionne. En revanche, la politique, le monde est assez absent. D'abord, peut-être des questions aussi des journalistes. Par exemple, je vous donne un exemple, j'argumente, sur les primaires socialistes, il n'y a pas eu une question sur la politique étrangère, comment les socialistes voient les relations avec l'Iran, voient les relations avec les islamistes après les révolutions, etc. Pourquoi ? D'abord parce que ce sujet-là faisait davantage consensus entre les candidats, il y avait moins d'espace pour le débat. Ensuite, pour ne prendre que l'année qui vient de se dérouler, on a vu les socialistes sur le devant de la scène au moment des révolutions arabes, d'ailleurs pour critiquer ce qu'avait été la position du gouvernement français. On les a vus aussi se distinguer sur la question de la sortie de crise, entre guillemets, en tout cas dans le conflit afghan, avec la nécessité, à nos yeux, de retirer rapidement les troupes et en tout cas d'être utile, non pas à une solution militaire, dont nous pensons qu'elle n'existe pas à court terme là-bas, mais à une solution politique et une solution régionale. On le voit sur ces sujets-là, comme aujourd'hui, on intervient dans le débat politique, où nous sommes intervenus lors de l'intervention militaire en Libye, d'ailleurs, pour avoir demandé nous-mêmes, avant même d'ailleurs que le président de la République non pas s'exécute parce qu'il a pris sa décision seul, mais qu'il y ait une intervention militaire sous mandat de l'ONU. Donc nous étions déjà intervenus. Vous avez applaudi d'ailleurs. Parce que nous l'avions demandé, que c'est ainsi que les choses se sont faites. Nous l'avions demandé à l'Assemblée nationale et c'était positif de constater que l'Europe, en tout cas la France et l'Angleterre s'impliquent et qu'elles jouent un rôle qui sera déterminant pour l'avenir de la Libye. Avant de laisser peut-être la parole à Marc, je voudrais une question sur effectivement l'Égypte. Et on a vu que les révolutions arabes, que ce soit en Tunisie, en Égypte et ailleurs, se sont faites sans des références à l'islam. Et les islamistes étaient, on va dire, absents de ces révolutions. Aujourd'hui, ils raflent la mise et ils sont arrivés en tête. Mais la surprise, c'est du côté de la percée des salafistes. Alors, d'une, est-ce que ça vous inquiète? Et de deux, est-ce que la démocratie dans les pays arabes doit en passer par là? Bon, est-ce que ça m'inquiète? C'est clair que 65% pour les islamistes, dont près de 25% pour les salafistes, c'est pas le signe d'une stabilité politique très forte, et ça porte des inquiétudes, notamment sur ce qui pourrait être le sort des femmes en Égypte, et puis sur ce que serait demain la politique d'un pouvoir égyptien dominé par les frères musulmans et les salafistes. En même temps, la démocratie, c'est la démocratie. On l'a souhaité, il y a une aspiration des peuples arabes à la démocratie, et c'est pas pour qu'on dise, une fois que le verdict des urnes a été rendu, c'est que ce verdict nous convient ça plus. nous plaît pas. Donc la démocratie, c'est bien quand ça choisit des régimes qui sont des régimes, on va dire, conformes à l'idée qu'on se fait de nous d'un bon gouvernement. En même temps, là où le piège dans lequel je ne veux pas tomber, parce que je sens bien qu'il est en train de monter, notamment en France, c'est d'essayer de faire d'avoir une approche qui est une approche un grand raccourci, en expliquant qu'en Tunisie c'est les islamistes, au Maroc il y a une victoire des islamistes, en Égypte c'est les islamistes, sauf qu'il y a des situations très différentes. Ça n'a rien à voir. La victoire d'Ennahda, qui travaille avec les États catholiques, les démocrates, qui travaille avec, je crois que c'est le parti du Congrès aussi, les nationalistes, qui vont travailler à la démocratie. Mais oui, qui vont travailler à une constitution commune, qui vont inscrire les droits des femmes dans la loi fondamentale. Donc là, on voit qu'il y a une singularité tunisienne, comme il y a une singularité marocaine. Il y a une situation en Égypte qui est particulière, qu'on va regarder évidemment attentivement. Mais moi, c'est une surprise quand même, non, cette percée des salafistes. Personne ne l'a vu venir. Oui, oui, comme quoi, voilà, quand les peuples s'expriment, y compris, on peut s'attendre aussi à des surprises de ce côté-ci de la Méditerranée en termes de vote extrémiste. C'est-à-dire que, pas étonnant que des sociétés qui ont été vécues sous le régime de la corruption et de la dictature ne basculent pas dans un régime immédiatement stable aux premières élections. Il est qu'à voir le sort de la Russie, qui a mis longtemps avant, et qui va mettre encore quelques années avant d'accoucher d'une démocratie stable. On va y venir. Je vais d'abord vous lire juste une petite phrase. Nous ne tuons pas notre peuple. Aucun gouvernement au monde ne tue son peuple, sauf s'il est dirigé par un fou. Est-ce que vous savez qui a prononcé ces mots-là hier?
Bachar el-Assad. Je le craignais. Alors, je me disais qui a pu dire... Bachar el-Assad, la question est simple, est-ce qu'il est fou? Je pense qu'il est l'archétype de ce type de dirigeant à la fois qui ont mis en place un système politique qui ne tolère aucun contre-pouvoir, qui vivent sur un système d'alliance internationale qui lui permet de continuer à exister sur le plan politique. S'il n'était pas aujourd'hui soutenu encore et par la Russie, et par la Chine et par l'Iran, il n'y aurait plus de régime syrien. Et nous sommes dans une situation où, évidemment, le régime syrien a choisi la pire des voies, c'est-à-dire celle de la répression de son peuple et de à la fois l'aspiration à la liberté, mais en plus de la répression sanglante. C'est-à-dire que c'est pas simplement une politique est une politique totalitaire parce que on emprisonnerait seulement, je mets des guillemets, mais là on tue, on massacre. Pourquoi on ne bouge pas sur la Libye? Pourquoi on ne bouge pas sur la Syrie alors qu'on a bougé sur la Libye? Des déclarations très claires de François Hollande en faveur d'une action beaucoup plus volontariste pour isoler le régime syrien. Et je crois que on a alors après. Vous pensez qu'il tombera tout seul? Je pense que non, mais il y a déjà des pressions pour essayer d'accélérer une transition ou en tout cas la chute de ce gouvernement. Cela étant dit, de ce pouvoir. Cela étant dit, on a un contexte géographique, des liens avec le Liban, le rôle du Hezbollah. Pas d'intervention militaire pour vous. Vous craignez pas que c'est ce qui se passe un petit peu insidieusement? C'est-à-dire que militairement, il y a des gens qui sont basés en Turquie, on parle de soutien de l'Occident, logistique, enfin, vous n'avez pas l'impression en tout cas, il y a aujourd'hui des dissidences dans l'armée syrienne, commence à se construire une armée qui pourrait être une armée de libération nationale, qui manifestement dispose d'un certain nombre d'équipements et qui a un certain nombre de pays qui sont des pays qui n'ont pas intérêt à une déstabilisation complète de la région, qui s'impliquent. Y compris la France. Y compris la France, mais ce qui ne veut pas dire que, mais à nos yeux, et je ne pense pas davantage aux yeux de la gauche qu'aux yeux de la droite française et du président de la République, la stabilité passe par le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir. Alors Marc, je voudrais qu'on parle vous voulez parler aussi de la Russie avec le parti de Vladimir Poutine qui arrive en tête, mais. Oui, alors le parti est arrivé en tête, mais avec un score moins important que prévu, et il y a des accusations de fraude massive. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a pris la parole, il a tout simplement dénoncé un complot de l'Occident. Il a nommément dit que Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine, avait lancé un signal à des ONG locales et que donc c'était la raison principale du chaos en Russie. On a l'impression qu'on est revenu à la grande période de la guerre froide. Un grand classique du petit bréviaire du KGB. Du Kremlin. Dès lors que la situation se tend, on reconstitue l'unité nationale en indiquant ce que sont les ennemis de l'extérieur qui, avec leur 5e colonne, veulent faire tomber la Grande Russie, pour faire vite. C'est du fantasme. Mais c'est eux-mêmes qui ont ouvert aux experts de l'OSCE le contrôle du vote. C'est la Russie qui a accepté qu'il y ait des observateurs. Ces observateurs contestent quoi? La régularité du scrutin, le lien entre le pouvoir et les conditions dans lesquelles s'est organisé le scrutin, le fait que l'opposition n'a pas pu correctement s'exprimer. Bref, ce sont les observateurs acceptés par la Russie qui disent cela et qui sont des observateurs qui, eux, font leur travail. Il y a un certain nombre de parlementaires européens qui ont constaté tout cela. Je crois que c'est surtout le coup de bambou. Il est pour M. Poutine qui constate que Russie Unie, son parti, n'a pas fait le score qu'il attendait et voit son élection présidentielle en mars prochain se présenter dans des conditions beaucoup plus compliquées. Ce qui me paraît être la conséquence immédiate de tout cela, c'est que je pense que la France doit, outre condamner la répression contre l'opposition et les manifestations, mais ne pas être indulgente vis-à-vis de la Russie. C'est pas parce qu'ils tiennent le robinet. Pour l'instant, je ne dis pas qu'elle l'est, je dis pour les semaines et les mois qui viennent. C'est pas parce qu'ils tiennent le robinet du gaz, et puis qu'ils tiennent le robinet du gaz et que le gaz russe approvisionne une grande partie aussi de l'Europe. C'est pas parce qu'ils ont cette arme énergétique-là qu'il faut vis-à-vis de la Russie. Oui, mais bon, ça ne change pas beaucoup le problème. Il faut taper du poing sur la table. Il est temps. Je pense qu'il faut être vis-à-vis de la Russie en bonne intelligence. On peut se parler franchement, sans pour autant s'injurier, mais là, dire clairement que les règles élémentaires de la démocratie n'ont pas été respectées en Russie à l'occasion de ces élections et que c'est, pour la Russie, un problème dès lors qu'elle veut jouer un rôle international important. Merci Marc, merci pour cette séquence internationale. On passe à la chronique politico-littéraire de Soumaïa Benaïssa. À tout de suite. Bonjour Soumaïa, qui arrive avec ses livres. Alors, qui détient la clé de la prochaine élection présidentielle?
Alors, est-ce que c'est les jeunes, est-ce que ce sont les vieux, ou alors les invisibles? Vous allez comprendre. Soumaya, vous allez nous répondre à cette question. Et oui, la jeunesse dont on sait qu'elle est la nouvelle priorité thématique, politique, à quelques mois de l'élection présidentielle, notamment pour le Parti socialiste, eh bien cette jeunesse est mal en point. Alors c'est pas une nouveauté, mais il y a quand même un nouveau livre pour en parler, un livre très intéressant, La machine à trier, comment la France divise sa jeunesse, car il n'y a pas une jeunesse selon les auteurs, mais au moins deux, celle des diplômés et celle de ceux qui ne le sont pas. Donc il stigmatise le pouvoir exorbitant du diplôme aujourd'hui pour accéder au marché du travail. Il stigmatise également un système scolaire très élitiste, qui n'est pas du tout orienté vers l'apprentissage et qui sélectionne évidemment les plus qui évince les plus en difficulté. J'ai l'impression on a tous des enfants et on se pose des questions, voilà. que ça vous parle. Donc il stigmatise ça, et il stigmatise également la sphère politique, qui devrait se poser en exemple et qui en réalité est particulièrement cadenassée, inaccessible pour ces jeunes qui voudraient faire de la politique. En ligne de mire, le cumul des mandats, bien sûr, et une moyenne d'âge très élevée. Bref, c'est un triste constat. La société française se distingue par ce triste privilège. Elle dessert ceux qui sont les moins dotés. Votre réaction là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec c'est entièrement... Je n'enlève rien à ce que vous venez de dire. Je pense qu'il y a une forme de tri par l'échec aujourd'hui, qu'il y a des phénomènes aussi d'autocensure, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gamins sont préparés à des filières qui sont des filières parfois parking et garage dès le début, mais que c'est surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut modifier considérablement les... C'est pour ça que François Hollande a... J'ai dit Nicolas Sarkozy. François Hollande a choisi comme thème de la campagne électorale les jeunes, la jeunesse. Oui, est-ce que c'est une posture électorale ou c'est un vrai souci? Parce qu'il y a un vrai sujet, c'est le fait qu'aujourd'hui les jeunes rentrent sur le marché du travail de plus en plus précaire, quel que soit le diplôme. Mais je pense qu'il faut aussi diversifier les élites. C'est pour ça qu'une des propositions, qui n'est pas encore retenue par le candidat, mais François Hollande, mais qui, moi, me paraît intéressante, c'est que demain, le système éducatif permette aux 10% des meilleurs élèves de terminale de chaque lycée de pouvoir avoir accès de droit aux filières sélectives, et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où les lycéens de Trappes n'ont pas accès ou très faiblement accès aux filières sélectives, quand les lycéens de Saint-Germain-en-Laye ou de Versailles y ont abondamment accès. Et le fait qu'on puisse réserver, sur le modèle de ce qui se passe dans certains États américains, aux 10% des meilleurs élèves de chaque lycée en terminale l'accès de droit aux filières sélectives, ça permettrait de diversifier les élites bien mieux qu'aujourd'hui les systèmes qui existent avec quelques bourses pour essayer de saupoudrer un petit peu parmi les élites quelques élèves issus des quartiers difficiles. Le deuxième livre concerne les seniors. Alors seniors, c'est le mot politiquement correct pour dire nos anciens, on va dire, nos vieux, allez. Et oui, alors les vieux ou les seniors dont on sait qu'ils constituent un enjeu politique majeur de vote essentiellement, puisqu'ils vont constituer en 2035 un tiers de la population métropolitaine, et ils votent, les seniors. Et bien dans ce livre, La politique au fil de l'âge, une question très intéressante, est-ce que l'âge détermine notre manière de voter? Est-ce qu'on est vraiment révolutionnaire à 20 ans et conservateur à 60 ans? Eh bien, oui, on va dire oui. Même si vous pendez dans quelques années, vous serez peut-être conservateur. Il n'y a pas que l'âge pour expliquer ça, il y a bien d'autres facteurs économiques, sociaux, etc. Mais quand même, depuis 65, on s'aperçoit que les seniors votent majoritairement à droite, ils votent toujours à droite depuis 65, avec un petit bémol introduit donc dans ce livre, une petite thèse qui est de plus en plus évoquée, qui est de dire que les baby-boomers qui vont arriver là en 2012 seraient peut-être tentés par le vote gauche. Donc je ne suis pas sûre que ça intéresse les socialistes. Mais bien sûr que ça nous intéresse. Vous leur consacrez pas beaucoup vu que les personnes, les seniors et les personnes âgées en général votent plus à droite qu'à gauche, et qu'en général, ils votent plus que les jeunes dans leur comportement électoral. Vaut mieux qu'on modifie le comportement électoral des seniors. Mais en même temps, moi, j'aime pas beaucoup. Bah si, parce que en même temps, senior, ça englobe des réalités très différentes. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 65, 70 ans, vous êtes actif, peut-être pas actif au sens économique du terme, mais vous êtes actif, parfaitement inséré dans la société, vous avez envie d'avoir des réponses politiques, et vous n'êtes pas dans une situation où vous attendez que tout vous tombe du ciel. Au contraire. Et je pense qu'il faut qu'on revoie notre manière d'appréhender cet âge de la vie, entre le moment où on va quitter le marché du travail et le moment où on va passer à la retraite. Ça reste un âge dans lequel on a un rôle essentiel à jouer, et notamment un rôle, parmi ceux-là, évidemment de consommateurs, c'est eux qui consomment beaucoup et qui permettent aux entreprises de fonctionner, mais aussi de transmission. Et je crois que là, il faut penser la relation entre les générations de manière très différente de la façon dont on l'a conçue jusqu'ici. Alors,
Et puis on termine par alors la France des invisibles. Alors c'est qui ces invisibles? Eh bien, c'est certainement l'ouvrage. C'est le titre du Monde. Voilà l'ouvrage le plus touchant de cette semaine, Les oubliés de la démocratie, François Mickey-Marty. C'est pas un livre d'experts, c'est pas un livre de statistiques, âge ou pas âge. C'est vraiment des entretiens avec une trentaine de Français qui se sont exprimés et qui expriment leur abandon démocratique. Ils se sentent complètement oubliés. Ils ont l'impression que la seule chose dont ils peuvent faire acte aujourd'hui, c'est leur petite histoire, raconter leur histoire comme signe d'appartenance à la collectivité qui les a complètement oubliés. Ouais. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont voter. Le terreau du populisme, évidemment, n'est pas très loin, mais c'est la grande inconnue de cette élection prochaine. Ces invisibles. Bon. Très court. Très court. En gros, on devine un peu ce que beaucoup d'entre eux vont voter, c'est-à-dire Marine Le Pen. Mais ils votent Marine Le Pen aussi en raison de la responsabilité des dirigeants politiques eux-mêmes qui leur disent qu'il n'y a qu'une seule solution. Aujourd'hui, c'est l'austérité. Si au bout du compte, droite ou gauche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais les gens ont l'impression qu'on leur propose une corde autour du cou, que la seule différence ce soit l'épaisseur de la corde et la couleur de la corde, honnêtement, ils choisiront Marine Le Pen. Donc ça, c'est la responsabilité, notamment de la gauche, que de cliver le débat politique par rapport à Nicolas Sarkozy, pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule issue pour les travailleurs et les fameux invisibles dont vous parlez, qui soit forcément qu'ils payent le prix de la crise. Merci Soumaya. On passe à l'aparté avec Benoît Hamon toujours.